Nous avons partagé l'héritage, a dit maman froidement. Ta sœur récupère les appartements. J'ai fait glisser les papiers vers eux, vous ne pouvez pas diviser ma propriété. Ils ont lu le nom du propriétaire sur le titre de propriété de 2018 et ont hurlé. Le pot d'échappement de ma Renault Clio de 2012 ne tenait littéralement que grâce à un cintre et une prière. Chaque fois que je heurtais un nid de poule sur la route menant chez mes parents, la voiture émettait un bruit de tracteur à l'agonie. C'était le genre de vacarme qui faisait s'arrêter les passants sur le trottoir, se demandant si l'engin n'allait pas exploser. Je me suis garé dans la longue allée pavée de ma maison d'enfance, en banlieue de Lyon, en me mettant bien à l'écart de l'entrée principale. Je n'avais pas le choix. Si je me garais trop près, mon père, Gérard, aurait fait une rupture d'anévrisme. Il aimait que l'allée ait une certaine allure, et cette allure impliquait une ingénierie allemande élégante, pas des citadines françaises rouillées au vernis écaillé. Et bien sûr, juste là, à la place d'honneur, baigné dans la douce lueur des lumières du Porsche, trônait un Range Rover blanc flambant neuf. Il avait encore les plaques provisoires du concessionnaire. J'ai soupiré, coupé le moteur et vérifié mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué. Pas une fatigue mignonne, mais l'épuisement profond de quelqu'un qui venait de passer les 8 dernières heures à enseigner à 30 élèves de seconde comment identifier le symbolisme dans le rouge et le noir. Suivi de 2 heures de correction de copie dans un café parce que ma connexion internet à la maison faisait des siennes. J'ai ajusté mes lunettes, lissé mon gilet acheté en friperie et attrapé le tupperware de salade de pommes de terre maison que j'avais apporté. J'ai monté les marchés, avant même que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. C'était ma mère, Béatrice. Elle portait un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que mon assurance auto mensuelle. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste regardé la salade, puis mes chaussures, puis mon visage. Tu es en retard, Manon, dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Et s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas garé cette horreur devant la vue des voisins. Je me suis garé près de la rue, maman. Content de te voir aussi, dis-je d'une voix monotone. Eh bien, dépêche-toi. Les traiteurs sont débordés et Chloé a besoin d'aide avec la pyramide de champagne. Va mettre un tablier. Tu connais la règle, la famille est de la famille. Je suis entré dans le salon et le bruit m'a frappé instantanément. Des rires, le tintement des verres, la playlist de jazz suave que mon père avait préparée pour ce genre d'événement. La maison était remplie de tantes, donc les d'amis de la famille. Et au centre de tout cela, tenant court comme une reine, se trouvait ma sœur, Chloé. Chloé avait 32 ans, 3 ans de plus que moi, et elle rayonnait, littéralement. Sa peau avait cet éclat coûteux qui vient de soins du visage mensuel et de zéro travail manuel. Elle portait une robe dorée scintillante qui moulait ses formes aux bons endroits, riant bruyamment à quelque chose que mon oncle Stéphane disait. « Oh, arrête !» cria Chloé en rejetant ses cheveux en arrière. « Ce n'est pas juste un blog, oncle Stéphane. C'est une marque de lifestyle. Nous lançons la branche consulting le mois prochain. Lux Life va être énorme. » Je me suis faufilé devant un groupe de cousins pour essayer d'atteindre la cuisine. Mon père, Gérard, m'a intercepté près du couloir. Il tenait un whisky, le visage rouge de fierté. La voilà, dit-il, mais il ne me regardait pas. Il regardait au-delà de moi, vers Chloé. Tu vois ta sœur, Manon ? C'est à ça que ressemble l'ambition. Elle vient de décrocher un partenariat avec une boutique à Deauville. C'est super, papa, dis-je en changeant la salade de hanche. Il m'a enfin regardé, ses yeux tombant sur mes bottes éraflées. Il a froncé les sourcils. Tu sais, si tu faisais un peu plus d'efforts, peut-être que tu ne serais pas coincé dans cette salle de classe à gagner. C'est quoi ? Tu gagnes 40 000 par an. 50 000, ai-je corrigé. Et j'ai de bons avantages sociaux. Les avantages sociaux n'achètent pas de Range Rover, ricana-t-il en me tapant sur l'épaule assez fort pour me faire trébucher. Va aider ta mère. Elle stresse pour les amuse-bouches. J'ai poussé la porte battante de la cuisine. C'était le chaos, mais un chaos contrôlé. J'ai posé ma salade sur un comptoir encombré de bouteilles de vin vides et de plateaux de verrine sophistiqués. Ma mère m'a fourré un plateau d'argent rempli de champignons farcis dans les mains avant même que je puisse enlever mon manteau. La table 4 en a besoin. Ensuite, reviens et commence à laver les verres à vin. La société de location n'en a pas envoyé assez, aboya Béatrice. J'ai fait ce qu'on m'a dit.
J'ai circulé dans la pièce en proposant des champignons à des gens qui me regardaient à peine dans les yeux. J'étais la domestique. J'étais la fille invisible, celle qui suivait les règles, avait obtenu le diplôme sur B et vivait une petite vie tranquille. Pour eux, j'étais un exemple de médiocrité à ne pas suivre. Mais alors que je circulais dans la pièce, je ne regardais pas seulement les assiettes vides. Je regardais la maison. J'ai remarqué la tache d'humidité au plafond dans le coin, qui s'était agrandie de 5 cm depuis Noël. J'ai remarqué le courant d'air venant des vieux cadres de fenêtres qu'ils n'avaient pas remplacés. Je savais, parce que j'avais vérifié la situation financière de mes parents juste pour m'amuser il y a 3 mois, qu'ils avaient hypothéqué cette maison 2 fois au cours des 5 dernières années pour financer les start-up ratées de Chloé. D'abord, c'était la boulangerie de friandises bio pour chiens. Puis les tapis de yoga personnalisés. Maintenant, Luxe Life. Il saignait de l'argent pour garder les apparences, se noyant dans les dettes pour peindre une image de succès. Je me suis dirigé vers le fond de la pièce, près des baies vitrées. Assise là, dans un fauteuil à haut dossier qui ressemblait à un trône, se trouvait ma grand-mère, Mamie Lucienne. Elle avait 85 ans, était minuscule et vêtue de dentelle noire. Elle tenait une canne d'une main et un verre de vin rouge foncé de l'autre. Alors que tout le monde tourbillonnait autour de Chloé, Mamie était assise seule, ses yeux noirs et perçants scannant la pièce comme un faucon surveillant des mulots. Je me suis approché et je me suis agenouillé près de son fauteuil. « Salut, Mamie. » Son visage s'est adouci instantanément. Elle a tendu une main, sa peau comme du papier parchemin, et a pris ma joue en coupe. « Trésor, mon trésor. Tu as l'air fatigué. » Juste une longue semaine, ai-je chuchoté. « Il te traite encore comme une serveuse ?» demanda-t-elle, la voix rauque mais forte. Elle a lancé un regard noir à mon père à travers la pièce. « C'est bon. Ça ne me dérange pas. »« Ça te dérange ?» me corrigea-t-elle. « C'est juste que tu as de la discipline. Contrairement à eux. » Elle fit un signe du menton vers Chloé, qui était maintenant debout sur une chaise pour porter un toast sur la poursuite de ses rêves. « Les loups ont faim ce soir ?» Manon chuchota Mamie en se penchant pour que je sois la seule à entendre. « Regarde-les boire du vin qu'ils ne peuvent pas se payer, conduire des voitures qui appartiennent à la banque. Ils me regardent et ils ne voient pas une mère ou une grand-mère. Ils voient une tirelire. » J'ai serré sa main. « Je sais, Mamie. »« Bien, dit-elle, sa poigne étonnamment ferme. Garde les yeux ouverts ce soir et garde la bouche fermée. Le moment approche. » J'ai hoché la tête, me levant alors que ma mère me faisait des signes frénétiques depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai touché la poche de mon gilet. À l'intérieur se trouvait un lourd trousseau de clés. Pas les clés de ma Clio déglinguée, mais un passe-partout qui ouvrait 12 immeubles collectifs à travers la ville. Des propriétés valant plus de 5 millions d'euros. Ils pensaient que j'étais la paysanne servant la princesse. Ils n'avaient aucune idée que je possédais déjà le royaume. Pour comprendre pourquoi je lavais la vaisselle à la fête vaniteuse de ma sœur tout en étant secrètement à la tête d'un empire immobilier, il faut remonter 5 ans en arrière. Retour en 2018. J'avais 24 ans, je sortais tout juste de l'université, noyé sous les prêts étudiants, et je cumulais 2 emplois juste pour payer le loyer d'un studio en sous-sol qui sentait le moisi et le désespoir. Ma famille me parlait à peine à l'époque, surtout parce que je n'étais pas assez éblouissante. Je ne sortais pas avec un médecin et je ne lançais pas d'entreprise. J'étais juste Manon. Un mardi pluvieux de mars, Mamie Lucienne m'a appelé. Elle n'a pas appelé mes parents. Elle n'a pas appelé Chloé. Elle m'a appelé moi et m'a dit de venir la chercher pour l'emmener à un rendez-vous. Je pensais qu'on allait chez le médecin. Au lieu de cela, elle m'a dirigé vers un immeuble en briques du centre-ville avec une plaque en laiton indiquant un maître de la Croix et associé, avocat. Nous sommes entrés dans un bureau qui sentait le vieil acajou, la poussière et les honoraires coûteux. Maître de la Croix, un homme dans la soixantaine avec un costume assez impeccable pour couper du verre, nous attendait. Il n'avait pas l'air du genre d'avocat qui court après les ambulances. Il avait l'air du genre d'avocat qui enterre les corps, légalement parlant. Mamie s'est assise, a refusé l'offre d'eau et m'a regardé. Manon, dit-elle, la voix ferme. Tu connais les propriétés, les 12 petits immeubles que ton grand-père et moi avons achetés en 40 ans. Bien sûr, dis-je, les immeubles locatifs. Ton père, elle cracha le mot, me parle de liquidation. Il dit que le marché est chaud. Il dit que je devrais vendre,
aller en maison de retraite et leur donner leur héritage en avance pour qu'ils puissent en profiter. Il appelle ça de la planification successorale. J'appelle ça de l'avidité. Elle bougea sur sa chaise, serrant sa canne. Et ta sœur? Elle est venue me voir la semaine dernière pour demander un prêt de 50 000 € pour une vision. Elle n'avait même pas de business plan, Manon. Juste une vision. Je suis restée silencieuse. Je le savais. Je savais que papa voulait prendre sa retraite plus tôt dans le sud et acheter un bateau. Je savais que Chloé voyait mamie comme un distributeur automatique. Si je leur laisse ces immeubles dans mon testament, poursuivit mamie, ils seront vendus en moins d'1 an. Ton père achètera un appartement qu'il ne peut pas se permettre, et ta sœur sniffera ou dépensera le reste. 50 ans de sueur, parti. Les locataires, de bonnes familles qui sont avec moi depuis des décennies, expulsés pour qu'un promoteur puisse transformer les terrains en condos de luxe. Maître Delacroix fit glisser une épaisse pile de documents sur le bureau. Elle atterrit avec un bruit sourd. Ceci, dit Maître Delacroix, sa voix grave et rocailleuse, est un acte de fiducie irrévocable. Je ne comprends pas, balbutiai-je. Cela signifie, interrompit mamie, qu'à partir d'aujourd'hui, je transfère la propriété de tous les 12 immeubles dans cette structure. Et toi, Manon, tu en es la seule gérante et l'unique bénéficiaire. Ma bouche s'est ouverte. Moi? Mamie, je ne peux pas. La famille va me tuer. Papa va. La famille ne le saura pas, dit-elle sèchement. C'est la condition. C'est un transfert irrévocable. Une fois signé, c'est fait. Ce n'est pas un héritage qui attend ma mort. Ça se passe maintenant. Tu les possèdes. Mais pour la paix de mon esprit, et pour les tester, tu ne le diras à personne. Pourquoi moi, demandai-je, sentant les larmes piquer mes yeux. Je ne suis personne. Je suis juste une prof. Mamie tendit la main par-dessus le bureau et prit la mienne. Tu es la seule qui ait jamais proposé de m'aider à balayer le trottoir sans demander 5 €. Tu es la seule qui me rend visite le dimanche quand ce n'est pas un jour férié. Tu connais la valeur du travail, Manon. Tu comprends que ces immeubles ne sont pas juste des chiffres sur un tableau Excel. Ce sont des toits au-dessus de la tête des gens. Elle me regarda droit dans les yeux. Je te donne un fardeau, pas un cadeau. Tu devras les gérer. Tu devras t'occuper des impôts, des réparations, des locataires. Et tu devras regarder ta famille continuer à mendier et comploter en sachant que tu détiens les clés. Peux-tu faire ça? Peux-tu être un fantôme dans ta propre vie? J'ai regardé les papiers. Puis j'ai regardé mamie. J'ai pensé aux locataires. Madame da Silva dans la maison bleue qui me faisait toujours des biscuits. Le jeune couple du vieux lion qui débutait. J'ai pensé aux mains de mon grand-père, toujours couvertes de plâtre et de peinture. Je le ferai, chuchotai-je. Maître Delacroix me tendit un stylo. Signé ici, Mademoiselle Mercier. Et ici. Et ici. J'ai signé mon nom. À chaque trait de stylo, je n'acquérais pas seulement 5 millions d'euros d'immobilier. Je signais une déclaration de guerre contre ma propre famille. Je ne savais juste pas quand aurait lieu la première bataille. La réalité de ma double vie m'a frappé de plein fouet ce premier hiver. C'était la veille de Noël 2018. Mes parents et Chloé avaient loué un chalet dans les Alpes pour la semaine. Ils m'avaient invité, bien sûr, mais de cette manière passive-agressive où ils savaient que je ne pouvais pas me permettre ma part de la location, donc ils pouvaient se sentir bien d'avoir demandé sans avoir réellement à me supporter. Oh, quel dommage que tu ne puisses pas venir, Manon. On t'enverra des photos. Donc, pendant qu'il sirotait du chocolat chaud près d'un feu de cheminée et postait des selfies avec la légende hiver merveilleux, j'étais dans la cave de l'immeuble de la rue du Thiers. Il faisait moins 10 degrés Celsius dehors. La chaudière de l'immeuble de 3 appartements avait décidé de se suicider à 2 heures du matin. J'ai reçu l'appel du locataire du 2e étage, un gars sympa nommé Marc, me disant que son radiateur faisait des bruits de baleines mourantes et qu'il y avait de l'eau sur le sol. Je n'ai pas appelé une société de gestion immobilière. Je ne pouvais pas. Je voulais apprendre chaque centimètre de ces bâtiments, et je voulais économiser de l'argent pour constituer les réserves de la société. Alors, j'ai appelé le plombier d'urgence, un type nommé Denis, que mamie utilisait depuis 20 ans, et je l'ai retrouvé là-bas. La cave était glaciale. L'air sentait la rouille et le vieux fioul. De l'eau giclait d'une vanne fissurée,
s'accumulant autour de mes bottes. Elle est finie, gamine, dit Denis en essuyant de la graisse sur sa salopette. Le vase d'expansion est mort et la vanne d'alimentation est corrodée. Je peux faire une réparation de fortune pour ce soir, mais il vous faut un tout nouveau système. Combien, demandai-je en braquant ma lampe de poche sur le métal rouillé. Pour ce soir, 600 €. Pour le nouveau système, vous en aurez pour 4 000 € facile. 4 000 €. À ce moment-là, mon compte bancaire personnel avait peut-être 1 200 € dessus. Mais le compte de la société avait les loyers accumulés de 12 immeubles. Faites-le, dis-je, mon souffle faisant de la buée dans l'air froid. Réparez ça maintenant. Je vous ferai un chèque du compte de la société. Pouvez-vous installer le nouveau mardi? C'est vous la patronne, dit Denis en se mettant au travail. Je suis resté là pendant 3 heures à tenir la lampe de poche pendant que Denis donnait des coups de clé et jurait. Mes orteils étaient engourdis. Mes vêtements sentaient le moisi. J'étais épuisé, seule et couverte de crasse. Et pourtant, je ressentais quelque chose d'étrange. Je me sentais fier. J'ai regardé les poutres apparentes du plafond au-dessus de moi. Cette maison avait été construite en 1920. Elle avait survécu aux tempêtes, aux blizzards et aux dépressions économiques. Elle était solide. C'était réel. Contrairement à la vision de Chloé ou à l'anxiété de statut de mon père, cette chaudière était un vrai problème avec une vraie solution. Je ne réparais pas juste un chauffage. Je protégeais les familles qui dormaient à l'étage. Je préservais l'actif pour lequel mon grand-père avait posé des briques. Quand je suis enfin rentré dans mon minuscule appartement à 5 heures du matin, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais un SMS de maman. Photo d'un rôti de bœuf géant. Texte, le dîner est servi. Tellement triste que tu rates ça. Peut-être l'année prochaine si tu économises. J'ai regardé mes mains tachées de graisse. J'ai regardé la photo du rôti. J'ai économisé 4 000 € aujourd'hui, maman, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je ne les ai juste pas dépensés en viande. J'ai pris une douche, frotté la rouille de ma peau et je suis allé dormir. Je n'ai pas rêvé de chalet de ski. J'ai rêvé de tuyauterie en cuivre et de taux d'intérêt. La prof était en train de mourir. La propriétaire était en train de naître. Pendant les 4 années suivantes, de 2019 à fin 2022, je suis devenu une experte en camouflage. La plupart des gens essaient de cacher leur pauvreté pour paraître riches. J'ai fait exactement l'inverse. J'ai caché ma richesse pour paraître en difficulté. C'était un exercice d'équilibre psychologique étrange. Chaque matin, je me réveillais dans mon petit appartement, je conduisais ma Clio cliquetante au lycée et j'enseignais la littérature à des adolescents. Je corrigeais des copies. Je mangeais des sandwichs emballés dans de l'aluminium pour le déjeuner. Et je portais des gilets que j'achetais chez Emmaüs. Pour mes collègues, j'étais Mademoiselle Mercier, la prof calme et dévouée qui avait probablement beaucoup de dettes étudiantes. Pour ma famille, j'étais la pauvre Manon, la fille sans ambition qui manquait d'étincelles pour faire quelque chose de sa vie. Mais la nuit et les week-ends, j'étais une personne totalement différente. J'étais la PDG d'un empire de gestion immobilière qui générait plus de 22 000 € par mois en loyer brut. Après impôts, assurance et le programme d'entretien agressif que je m'étais fixé, je gagnais environ 15 000 € net chaque mois. Je n'en dépensais pas un centime pour moi-même. Pas un centime. Alors que Chloé louait en leasing une Audi qu'elle ne pouvait pas se permettre, et que mes parents finançaient un voyage sur la côte amalfitaine, j'étais assise dans ma cuisine avec une calculatrice. Décidant s'il fallait remplacer les fenêtres du triplex de la rue des Ormes ou mettre aux normes le tableau électrique de l'immeuble du quartier nord. J'ai choisi les fenêtres. Elles coûtaient 12 000 €. J'ai fait le chèque sans sourciller. La partie la plus difficile n'était pas le travail. C'était la logistique du mensonge. La famille supposait que mamie Lucienne gérait toujours les choses ou que son ami avocat, maître de la Croix, s'occupait des détails. Ils étaient trop paresseux pour poser des questions. Pour eux, les immeubles locatifs n'étaient que ces choses abstraites qui existaient en arrière-plan, comme des arbres à argent magiques qu'ils finiraient par récolter. Ils ne voulaient pas entendre parler des toits qui fuient ou des inspections de la ville. Je suis devenu la coursière désignée pour mamie. Chaque dimanche, j'allais chez mamie pour le dîner. Pendant que la sauce mijotait, je passais le courrier en revue. Je triais les avis d'imposition, les factures d'eau,
les avis d'assurance. Je les mettais dans mon sac, je les emmenais chez moi et je les payais depuis le compte de la société. Si mon père demandait un jour, comment se porte le business, je haussais simplement les épaules et disais, tu sais, mamie. Elle a maître Delacroix qui gère tout. Je récupère juste ses ordonnances. Il hochait la tête, soulagé. Bien. Je ne veux pas que tu sois distraite de ton enseignement. Tu as besoin de cette titularisation. L'ironie était étouffante. J'avais plus de liquidité dans le fonds de réserve de la société que mon père n'en avait dans tout son plan d'épargne retraite, mais il me faisait la leçon sur la sécurité de l'emploi. Il y a eu des moments critiques, bien sûr. À l'été 2021, le marché est devenu fou. Les prix de l'immobilier à Lyon ont explosé. Mon oncle Stéphane, qui se prenait pour un investisseur avisé parce qu'il regardait beaucoup les infos en continu, a commencé à faire du bruit lors d'un barbecue du 14 juillet. Gérard, dit-il à mon père en agitant un morceau de pain à hot dog. Tu es assis sur une mine d'or. Ce petit immeuble dans le Vieux-Lyon. Je parie que tu pourrais en tirer 800 000 € tout de suite. En l'état, cash. Les yeux de mon père se sont illuminés. Tu crois? J'en suis sûr, dit Stéphane. Pourquoi attendre? Convainc maman d'en vendre un. Justin. Tâte le terrain. J'étais debout à 1,50 m de là, en train de faire mariner des ailes de poulet. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je savais exactement pourquoi il ne pouvait pas le vendre. Parce que mamie ne le possédait plus. C'était moi. S'ils essayaient de vendre, ils feraient une recherche de titre de propriété. Et s'ils faisaient une recherche de titre, ils verraient la Société Civile Immobilière Mercier. Gérante, Manon Mercier. Je devais intervenir. Je me suis approché en m'essuyant les mains sur un torchon. Je ne sais pas, oncle Stéphane, dis-je, gardant une voix décontractée. Je suis passé devant hier. La fondation a l'air d'avoir des fissures, et j'ai entendu dire que le plan local d'urbanisme a changé pour ce quartier. Ça pourrait être difficile à vendre sans réparation majeure. C'était un mensonge. La fondation était solide comme un roc. Je venais de refaire les joints de la maçonnerie moi-même il y a 2 mois, mais je connaissais mon public. Papa a froncé les sourcils. Des réparations. Je ne paie pas pour des réparations. Exactement, dis-je. Il vaut peut-être mieux laisser le marché se stabiliser. Tu ne veux pas te faire avoir. Papa a hoché la tête. Son avidité a été freinée par la perspective d'un vrai travail. Manon a raison. Mieux vaut attendre que maman s'en aille. Ensuite, on pourra vider l'endroit et le vendre propre. Je suis retourné au barbecue, les mains tremblantes. Il planifiait déjà le dépeçage. Il dépensait déjà l'argent. J'ai réalisé alors que ma mascarade n'était pas seulement une question d'intimité. C'était un siège. Je tenais les portes de la forteresse fermées pendant que les barbares tournaient autour, attendant que la reine meure. En 2022, les fissures dans la façade de ma famille n'étaient plus de simples craquelures. C'étaient des trous béants. Et le plus gros gouffre de tous était ma sœur, Chloé. La marque de lifestyle de Chloé, Lux Life, avait implosé de manière spectaculaire. Apparemment, dépenser 50 000 € en photos de marque et en soirée de lancement sans avoir réellement de produits vendables n'est pas une stratégie commerciale solide. Elle était poursuivie par 2 fournisseurs pour non-paiement, et la rumeur disait que sa dette de carte de crédit avoisinait les 60 000 €. La tension a atteint son paroxysme lors d'un dîner dominical en octobre. L'ambiance à table était lourde. Mamie mangeait silencieusement, ses mains tremblant un peu plus que d'habitude. Ma mère, Béatrice, poussait la nourriture dans son assiette, l'air de vouloir hurler. Alors, commença maman, la voix serrée. Chloé a une nouvelle opportunité. Un pivot vraiment excitant. J'ai pris une gorgée d'eau. C'est super. C'est quoi? Le homestaging immobilier, dit Chloé en rejetant ses cheveux en arrière. Elle paraissait plus mince, voire hagarde, malgré le maquillage épais. J'ai l'œil pour ça. J'ai juste besoin d'un peu de capital pour acheter du stock, des meubles, de l'art, de la déco, tu vois, pour construire le portfolio. Combien, demandai-je. 20 000, dit Chloé rapidement. Juste un pré-relais. Le silence est descendu sur la table. 20 000 €. Je venais de déposer un chèque de loyer de 4 000 € ce matin-là.
J'aurais pu faire un chèque à Chloé sur le champ, mais je savais où il irait. Il n'irait pas dans des meubles. Il irait dans sa facture American Express et un voyage pour décompresser. Je ne peux pas t'aider, marmonna papa, fixant ses lasagnes. Le marché est en baisse. Mon portefeuille a pris un coup. Maman a tourné son regard vers moi. Ce n'était pas un regard d'espoir. C'était un regard d'exigence. Manon, tu n'as pas beaucoup de dépenses. Tu conduis cette vieille voiture. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu dois avoir des économies. J'y ai posé ma fourchette. J'ai des économies, maman. Mais c'est pour mon fonds d'urgence. Je suis sur un salaire de prof. Je ne peux pas juste lâcher 20 000 euros. Chloé a claqué sa main sur la table. Oh, allez. Tu es tellement égoïste. Tu accumules ton petit salaire pendant que j'essaie vraiment de bâtir un empire. Un empire, répétai-je, luttant contre l'envie de rire. Chloé, tu es poursuivie en justice. C'est un malentendu, hurla-t-elle. Puis elle se tourna vers papa. C'est ridicule. Pourquoi on la supplie pour des miettes? Nous avons des actifs. Mamie a 12 immeubles là, qui prennent la poussière. On devrait vendre celui de la rue des Pins. Il est moche. De toute façon. Mon sang s'est glacé. La maison de la rue des Pins. C'était une magnifique maison victorienne. Je venais de passer 6 mois à restaurer les boiseries d'origine dans l'entrée. Je connaissais chaque locataire par son nom. Mamie ne vend pas, dis-je, ma voix plus tranchante que prévu. Pourquoi pas, claqua Chloé. Elle a 84 ans. De quoi a-t-elle besoin de 12 maisons? Vendez-en une, donnez-moi l'argent comme avance sur mon héritage, et je peux tout arranger. C'est des maths simples. Ce ne sont pas des maths simples, dis-je. C'est du cannibalisme. Pardon, halta maman. Tu parles de dépecer l'œuvre de la vie de mamie comme si c'était une carcasse de dinde, dis-je en regardant Chloé. Tu ne veux pas construire une entreprise. Tu veux un plan de sauvetage. Tu es inutile, ricana Chloé en se levant. Tu es une petite prof jalouse et étroite d'esprit qui veut que tout le monde soit aussi misérable et pauvre que toi. Quand mamie mourra, et que je serai aux commandes, les choses seront différentes. Elle sortit de la pièce en trombe. Maman m'a foudroyé du regard, puis la suivit. Papa s'est versé un autre verre de vin, refusant de me regarder. J'ai regardé mamie. Elle n'avait pas dit un mot. Elle m'a juste fait un clin d'œil. Un clin d'œil lent et délibéré. Plus tard, alors que j'aidais mamie à se mettre au lit, elle a chuchoté, la rue des Pins est magnifique, trésor. La nouvelle couleur de peinture. Vert sauge. J'aime ça. Je me suis figé en bordant la couverture autour d'elle. Tu l'as vu? J'ai demandé à Maître Delacroix de m'y emmener la semaine dernière. Elle sourit faiblement. Il voit un bâtiment moche à vendre. Je vois ce que tu as construit. Tiens bon, Manon. Ne les laisse pas te briser. Je ne le ferai pas. J'ai promis. Mais alors que je rentrais chez moi ce soir-là, agrippant le volant de ma Honda tremblante, j'ai réalisé que l'horloge tournait. Chloé était désespérée. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Début 2023, la pression venait de toutes parts. Alors que ma famille combattait ses démons financiers, je combattais une menace très réelle et très physique dans l'un de mes immeubles. Je l'appelais le locataire de l'enfer. Son nom était Kevin, et il avait emménagé au rez-de-chaussée de la propriété numéro 6, un solide bâtiment en briques dans un quartier ouvrier. Il n'était pas sur le bail. C'était le petit ami de la femme qui vivait là. Mais quand elle a déménagé au milieu de la nuit, il est resté. Et puis les problèmes ont commencé. Musique forte à 3 heures du matin. Allée et venue dans l'appartement toute la nuit. Des seringues trouvées dans le couloir. Les locataires des 2e et 3e étages, un gentil couple âgé et une mère célibataire avec un bébé, étaient terrifiés. Ils m'appelaient, chuchotant au téléphone qu'ils avaient peur de quitter leur appartement. C'était la partie du métier de propriétaire que les émissions de déco ne vous montrent jamais. Je ne pouvais pas appeler mon père pour des conseils. Je ne pouvais pas me plaindre à ma mère. Je devais gérer ça. J'ai engagé un détective privé pour documenter l'activité. J'ai travaillé avec Maître Delacroix pour déposer les papiers d'expulsion.
Mais en France, la loi favorise le locataire, même les squatteurs. C'était un processus lent et laborieux. Un mardi de février, j'ai dû aller au tribunal. Je me suis porté pâle à l'école, j'ai mis mon blazer le plus professionnel, celui que je gardais caché au fond de mon placard, et je suis allé affronter Kevin. Il était là, l'air suffisant, portant une veste en cuir et sentant le tabac froid. Il a essayé de m'intimider dans le couloir avant l'audience. T'es juste une petite fille, ricana-t-il en se penchant vers moi. Tu veux pas d'ennui avec moi. Je sais où est cet immeuble. Je sais que des accidents arrivent aux immeubles. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas reculé. Cet immeuble était ma responsabilité. Ces familles à l'étage comptaient sur moi. Et je sais que vous avez 3 mandats d'arrêt en cours pour trafic, dis-je, ma voix stable, canalisant chaque once de ma mamie intérieure. Maître Delacroix a déjà parlé au procureur. Vous pouvez quitter mon immeuble volontairement d'ici vendredi, où l'huissier vous expulsera, et la police vous attendra pour discuter de vos autres activités commerciales. Sa suffisance s'est évanouie. Il a regardé Maître Delacroix, qui se tenait derrière moi comme un bourreau silencieux, tenant un dossier épais. Kevin a déménagé jeudi. J'ai passé tout ce week-end à nettoyer l'appartement. Il était saccagé. Il y avait des trous dans les cloisons sèches, des ordures empilées jusqu'à la taille et une odeur qui me faisait pleurer les yeux. J'ai frotté les sols jusqu'à ce que mes mains soient à vif. J'ai rebouché les murs jusqu'à ce que mes épaules brûlent. J'ai traîné 20 sacs poubelles à la déchetterie. Le samedi après-midi, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de maman. Et, on fait un petit rassemblement de printemps ce soir. Chloé a besoin d'être remontée le moral. Peux-tu apporter 3 sacs de glace et peut-être cette salade de pommes de terre que tu fais? Mais essaie d'être à l'heure cette fois. J'ai regardé le texte. Puis j'ai regardé la pile de sacs poubelles que je traînais vers le trottoir. J'étais couverte de poussière, de sueur et de crasse. Je venais de sécuriser à moi seul la sécurité d'un immeuble valant 400 000 €. J'avais affronté un criminel, et ma mère voulait que je sois la livreuse de glace. J'ai tapé en retour, bien sûr, maman. À tout à l'heure, 18 h. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche de 2 heures pour enlever la propriétaire de ma peau, et j'ai mis mon costume de prof. J'ai acheté la glace. J'ai fait la salade de pommes de terre. Quand je suis arrivé, Chloé se plaignait de l'injustice du monde envers les entrepreneurs. Papa hochait la tête avec sympathie. Maman a critiqué mes cheveux. Tu as l'air épuisé, Manon, dit-elle en sirotant son chardonnay. Tu devrais vraiment essayer de dormir plus. Peut-être que si tu ne passais pas autant de temps à corriger des copies, tu aurais une vie. J'ai souri, je lui ai tendu le sac de glace et je me suis éloigné. J'ai une vie, pensais-je en attrapant un soda. J'ai 12 vies et je les protège toutes de gens comme vous. Mais je savais que la mascarade ne pouvait pas durer éternellement. Mamie s'affaiblissait. Les loups devenaient plus affamés. Et tôt ou tard, ils allaient arrêter de demander des miettes et essayer de prendre toute la table. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'ici. Si vous aimez voir Manon construire son empire secret juste sous le nez de sa famille, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez. J'aimerais voir où notre communauté grandit. Maintenant, retournons au drame. Le printemps 2023 a apporté un dégel au sol gelé de la région lyonnaise, mais il a apporté un froid dans mon cœur que je ne pouvais pas secouer. Mamie Lucienne a commencé à décliner. Ça a commencé par de petites choses. Elle oubliait le nom de son locataire préféré. Elle laissait la cuisinière allumée. Puis fin avril, l'appel est arrivé. J'étais au milieu d'un cours sur Hamlet quand mon téléphone a vibré avec un appel de sa voisine. Mamie s'était effondrée dans son jardin. Je suis arrivé à l'hôpital avant l'ambulance. Quand j'ai sprinté dans la salle d'attente des urgences, la poitrine haletante, je m'attendais à y voir ma famille. Ils habitaient 10 minutes plus près que moi. Mais la salle était vide. Je suis resté assis seul pendant 2 heures avant que mon père, Gérard, n'entre enfin tranquillement. Il ne courait pas. Il regardait sa montre. Maman traînait derrière lui, se plaignant du coût du parking de l'hôpital. Est-elle stable? Demanda papa, ne me regardant pas, mais regardant l'infirmière de triage. Elle est en soins intensifs, dis-je en me levant.
C'était un accident vasculaire cérébral mineur. Elle est consciente mais faible. Super, soupira maman, se laissant tomber sur une chaise en plastique. Sais-tu si sa mutuelle couvre les soins intensifs ou si ça sort de l'héritage? Je l'ai fixé. L'héritage? Maman, elle est toujours en vie. Elle est juste derrière ses portes. Je suis juste pragmatique, Manon, claqua maman. Les maisons de retraite coûtent cher. Si elle a besoin de soins de longue durée, cet argent part vite. Nous devons protéger les actifs. LS ne sont pas allés la voir immédiatement. Ils se sont assis dans le couloir et se sont disputés à propos de la procuration. Je suis parti, mes mains serrées en poing si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je suis entré aux soins intensifs. Mamie avait l'air si petite dans le lit, branchée à des moniteurs qui bipaient. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient ouverts. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire. Un côté de sa bouche ne se levait pas tout à fait. Les loups, chuchota-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des machines. Sont-ils là? Ils sont dehors. Mamie, dis-je en prenant sa main. Elle semblait fragile, comme une feuille séchée. Il s'inquiète pour le parc-mètre. Elle ferma les yeux. Une larme coula. Ne les laisse pas vendre. Pas encore. Je ne le ferai pas, promis-je. Je suis le mur, tu te souviens? Rien ne passe à travers moi. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie encore plus épuisante qu'avant. Le jour, j'enseignais. L'après-midi, je gérais les propriétés, traitant une fuite de toit dans la maison du boulevard et une vacance dans le triplex du quartier nord. La nuit, je dormais sur la chaise à côté du lit d'hôpital de mamie. Mes parents et Chloé visitaient sporadiquement. Ils traitaient ça comme une séance photo. Chloé entrait, tenait la main de mamie exactement assez longtemps pour prendre un selfie pour sa story Instagram avec la légende prière pour mon ange famille d'abord, et puis elle partait pour aller bruncher. Il ne demandait jamais au médecin comment se passait son rétablissement. Il ne demandait que le calendrier. Combien de temps avant qu'on sache, n'arrêtez pas de demander papa. Combien de temps avant qu'on doive prendre des décisions? Il voulait dire des décisions de fin de vie. Ils regardaient pratiquement leur montre, attendant qu'elle meure pour que la lecture du testament puisse commencer. Mais le point de rupture n'a pas été leur insensibilité. C'était le vol. Pendant que mamie était à l'hôpital, j'ai dû aller chez elle pour rassembler ses documents personnels pour la planification de sa sortie. Nous la transférions en soins palliatifs à domicile, chez moi, parce que mes parents refusaient de la prendre. Nous n'avons pas la place, ont-ils menti, malgré leur maison de 4 chambres. J'étais assise à la table de cuisine de mamie, triant son courrier personnel, les choses qui n'étaient pas liées aux propriétés. Son relevé de compte courant personnel était sur le dessus de la pile. Je l'ai ouvert, m'attendant à voir les factures d'épicerie habituelles, les paiements de charges, le don mensuel à l'église. Au lieu de cela, j'ai vu un retrait. 2000 € en espèces datées du 14 février. Puis un autre de 3000 €, le 2 mars. Puis un chèque libellé à l'ordre de cash de 4500 € le 15 mars. Mon estomac s'est effondré. Mamie n'avait pas quitté la maison en mars sauf pour l'église. Elle n'était certainement pas allée à la banque pour retirer des milliers d'euros. J'ai ouvert la banque en ligne sur son iPad. J'avais ses mots de passe parce que je l'avais aidé à configurer le tout. J'ai cliqué sur l'image du chèque encaissé. La signature était le nom de mamie, mais ce n'était pas la main de mamie. Le L de Lucienne était trop bouclé. L'inclinaison était fausse. Ça semblait tremblant, forcé. J'ai reconnu cette boucle. Je l'avais vue sur des cartes d'anniversaire pendant 29 ans. C'était l'écriture de Chloé. Je me suis rassise sur la chaise, la pièce tournoyant. J'ai passé en revue les 6 derniers mois de relevé. Le total manquant était de 25 000 €. 25 000 € volés à une femme de 85 ans qui était allongée dans un lit d'hôpital. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Maître Delacroix immédiatement. Maître Delacroix, dis-je, ma voix tremblant de rage. J'ai besoin que vous fassiez une analyse comptable légale sur le compte personnel de mamie à la banque. Maintenant. Manon, il semblait inquiet. Qu'avez-vous trouvé? Chloé. Je crachai le nom comme du poison. Elle a falsifié des chèques. Elle a vidé les économies personnelles de mamie.
Probablement pour payer ses cartes de crédit. Voulez-vous déposer une plainte, demanda maître Delacroix. Sa voix passa instantanément d'ami inquiet à requin juridique. J'ai regardé le relevé. J'ai pensé à Chloé prenant des selfies aux soins intensifs. J'ai pensé à mon père me faisant la leçon sur l'ambition. Pas encore, dis-je froidement. Pourquoi? Si j'appelle la police maintenant, ils prendront un avocat et feront traîner les choses. Ils prétendront que mamie lui a donné la permission. Ce sera sa parole contre la sienne. Alors, que voulez-vous faire? Je veux attendre, dis-je. Il prévoit une réunion, n'est-ce pas? Papa a mentionné un sommet familial pour discuter de la succession. Oui, confirma Delacroix. Votre père a appelé mon bureau hier. Il voulait savoir si j'avais les actes prêts pour le transfert. Laissez-les avoir leur réunion, dis-je. Laissez-les exposer leur plan. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Et quand ils mettront leurs cartes sur la table, je vais brûler la table entière. Bien compris, dit Delacroix. Je vais préparer le dossier. J'ai raccroché. J'ai regardé le chèque falsifié sur l'écran une dernière fois. Puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistré dans un dossier nommé épreuve. La prof en moi avait disparu. La petite fille était en deuil. Mais la propriétaire était prête à expulser. Août 2023. L'air était épais et humide, le genre de chaleur qui colle à la peau. Mamie se reposait dans la chambre d'amis de mon appartement. J'avais engagé une infirmière privée pour aider pendant la journée pendant que j'enseignais à l'école d'été, payant tout cela avec l'argent de la société. Mes parents supposaient que la Sécu couvrait tout. Je ne les ai pas corrigés. Un mardi après-midi, mon téléphone a sonné avec une notification du groupe de discussion Famille Mercier, un chat où j'avais été mise en sourdine depuis des années. Maman, dimanche 20 août, 13h. Notre maison. Présence obligatoire. Papa, sujet, transition successorale et liquidation des actifs. Nous devons prendre des décisions avant que maman n'empire. Pas d'excuses. Chloé, j'ai des idées géniales. J'ai fait des études de marché. Billets et constructions de maisons. J'ai fixé l'écran. Liquidation des actifs. Il ne s'en cachait même plus. Il prévoyait de vendre les propriétés alors que mamie respirait encore dans ma chambre d'amis. Je suis entré dans la chambre de mamie. Elle était réveillée, regardant par la fenêtre la mangeoire à oiseaux que j'avais installée. Ils ont convoqué la réunion, lui dis-je doucement. Mamie tourna la tête lentement. Elle ne pouvait plus beaucoup parler. L'aphasie de l'AVC s'était aggravée, mais son esprit était toujours là. Elle me regarda, ses yeux féroces. Elle leva la main et fit un mouvement pour chasser quelque chose, puis me pointa du doigt. Vas-y. Tu veux que je mette fin à tout ça, demandai-je. Elle hocha la tête. Puis elle attrapa le bloc-notes que nous utilisions pour communiquer. D'une main tremblante, elle écrivit un seul mot, justice. J'ai embrassé son front. D'accord, mamie. Je t'apporterai la justice. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. Je n'ai pas corrigé de copie. Je n'ai pas nettoyé de gouttière. Je me suis préparé à la guerre. J'ai rencontré maître Delacroix 3 fois. Nous avons tout organisé. Les documents originaux de la société de 2018, les 5 années de déclaration fiscale déposées sous le numéro ciré de la société, les relevés bancaires montrant chaque euro de revenus locatifs entrant dans le compte de la société, et chaque euro de dépenses en sortant. Les factures pour les nouveaux toits, les chaudières, les joints de briques refaits, et dans un dossier rouge séparé, les relevés bancaires montrant le vol de Chloé. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt. Je n'ai pas mis mon gilet habituel ou mes bottes éraflées. Je suis allé au fond de mon placard et j'ai sorti un tailleur que j'avais acheté pour ce jour précis. Il était gris anthracite, taillé sur mesure et net. J'ai mis des talons. J'ai tiré mes cheveux en un chignon serré. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne ressemblais pas à mademoiselle Mercier, la prof. Je ressemblais à la PDG d'une entreprise multimillionnaire. Je suis monté dans ma Clio la dernière fois que je conduirais ce tas de ferraille chez eux et je me suis dirigé vers la banlieue. Je n'étais plus la petite fille invisible. J'étais la propriétaire et je venais encaisser. Je suis arrivé chez mes parents à 13h précise. L'allée était pleine.
La Mercedes en leasing de Chloé était là, garée de travers. Le camion de l'oncle Stéphane était là. Je suis entré sans frapper. Le salon avait été réorganisé. La table basse avait été poussée sur le côté. Des rangées de chaises pliantes faisaient face à la télévision, qui était connectée à l'ordinateur portable de Chloé. Ça ressemblait moins à une réunion de famille qu'à une assemblée générale pour une entreprise en faillite. « Tu es là » dit maman, levant les yeux d'un plateau de biscuits. Elle s'arrêta. Elle regarda mon tailleur. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ? On dirait que tu vas à un enterrement. » Je sors juste de l'église, mentis-je avec aisance. Je me suis dit que j'allais rester formel. Eh bien, assieds-toi au fond, fit papa d'un geste de la main. Chloé a une présentation. J'ai pris un siège au dernier rang à côté de ma jeune cousine, Maya. Maya avait 19 ans, était intelligente, et la seule autre personne dans la famille qui voyait clair dans leur manège. Elle a levé les yeux au ciel vers moi et a chuchoté, « Tu peux croire ça ? Ils ont un PowerPoint. » Regarde et apprends, Maya, chuchotai-je en retour. Papa s'est levé devant la salle. Il s'est raclé la gorge. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, maman ne va pas bien. Et la réalité est qu'elle possède un portefeuille d'actifs significatifs qui est actuellement sous-utilisé. Aujourd'hui, nous allons discuter du plan pour le domaine Mercier. Il fit un geste vers Chloé. Elle se leva en tenant un pointeur laser. Elle rayonnait, cliquant sur la première diapositive. Projet Liberté, maximiser l'héritage. Ok, les gars, commença Chloé en utilisant sa voix d'influenceuse. J'ai fait les calculs. Grand-mère a 12 propriétés. Basé sur les estimations en ligne, la valeur totale est d'environ 5 millions d'euros. Un murmure d'excitation traversa la salle. L'oncle Stéphane se lécha les lèvres. Cependant, poursuivit Chloé, gérer des locataires, c'est du travail difficile. C'est sale. Qui veut s'occuper de toilettes bouchées ? Pas moi, dit-elle en cliquant sur la diapositive suivante. Elle montrait une carte de la ville avec de grandes croix rouges sur 8 des propriétés. Ma proposition est simple. Nous liquidons les 8 bâtiments les plus anciens immédiatement. J'ai un contact dans une société de promotion immobilière qui est prêt à faire une offre cash. C'est un peu en dessous de la valeur du marché, mais c'est rapide. Nous prenons cet argent, environ 3 millions, et nous le partageons. Et les 4 autres, demanda l'oncle Stéphane. Nous gardons les 4 plus beaux, sourit Chloé. Je les gérerai personnellement. Je vais les transformer en Airbnb de luxe. Luxe par Chloé. Le revenu passif sera énorme. Et les locataires actuels, demanda Maya en levant la main. Certains vivent là depuis 20 ans. On leur donne un préavis de 30 jours, haussa les épaules Chloé. Je restais assise là, le visage de marbre. Il parlait d'expulser Madame da Silva. Il parlait de vendre la maison pour laquelle j'avais saigné. Maintenant, papa intervint. Pour que cela se produise, nous devons présenter un front uni devant les tribunaux. Puisque maman est incapable, je demande une tutelle d'urgence pour exécuter ces ventes. Il sortit une pile de papier. J'ai besoin que tout le monde signe ce document disant que vous êtes d'accord avec le plan. Cela aidera à accélérer la décision du juge. Il commença à faire passer les porte-blocs. Quand ce fut mon tour, il ne m'a même pas tendu de stylo. Tu n'as pas vraiment besoin de signer, Manon, dit-il avec dédain. C'est surtout pour les actionnaires majeurs, mais tu peux signer comme témoin. Actionnaire majeur ? Répétai-je, ma voix portant à travers la pièce. Eh bien, ouais, ria Chloé. Je veux dire, tu es une prof, Manon. Tu ne connais rien à l'immobilier ou à la finance. On fait ça pour toi. Vraiment ? Tu auras un joli petit chèque. Peut-être que tu pourras enfin acheter une voiture qui ne ressemble pas à une tondeuse à gazon. La salle gloussa. Je me suis levé. Je n'ai pas souri. J'ai marché vers l'avant de la salle, me tenant entre Chloé et l'écran du projecteur. La lumière du projecteur a frappé mon visage, m'aveuglant une seconde, mais je n'ai pas cligné des yeux. En fait, dis-je, j'ai une question sur la diapositive 2. Assieds-toi, Manon, siffla maman. Non, dis-je. Diapositive 2. Tu as évalué la propriété du Vieux Lion à 400 000.
C'est intéressant parce que je viens de faire remplacer le toit et mettre l'électricité aux normes. L'expertise est revenue à 650 000 la semaine dernière. Chloé fronça les sourcils. Quoi? Tu ne l'as pas fait expertiser? Pourquoi tu ferais ça? Et la maison de la rue des Pins, continuai-je en m'avançant vers elle. Tu veux en faire un Airbnb? Le conseil municipal a refusé les permis de location à court terme pour ce quartier il y a 3 mois. Je le sais parce que j'ai assisté à l'audience. La salle devint silencieuse. Papa me regarda, confus. Comment sais-tu ça? J'ai plongé la main dans la poche de mon blazer et j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un seul SMS. Maintenant je le sais, dis-je en regardant mon père. Parce que c'est moi qui paie les taxes foncières. C'est moi qui engage les entrepreneurs. C'est moi qui expulse les dealers de drogue. Toi. Chloé ricana. S'il te plaît. Tu corriges des copies. Est-ce que quelqu'un ici, demandai-je en scannant la salle, a pris la peine de vérifier le registre des hypothèques ou le cadastre? Est-ce que quelqu'un a vérifié le titre de propriété des immeubles? Quelqu'un? Au cours des 5 dernières années? Le visage de papa devint pâle. De quoi parles-tu? La porte d'entrée s'ouvrit. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Maître Delacroix entra dans le salon. Il portait une grande mallette en cuir. Il ne regarda personne. Il marcha droit vers la table basse, déplaça le plateau de biscuits de maman, et posa la mallette avec un bruit lourd. « Qui est-ce » demanda l'oncle Stéphane. « Je m'appelle Robert Delacroix » annonça-t-il, sa voix retentissante. « Je suis l'avocat de la Société Civile Immobilière Mercier. » Il ouvrit la mallette. « La SCI Mercier » bafouilla papa. « Maman n'a jamais créé de société. » « Elle l'a fait » dit calmement maître Delacroix. Le 12 mars 2018. Il sortit un document tamponné du sceau officiel de la ville. Il le tint en l'air. Ceci est l'acte de transfert pour le 142 rue des Ormes, transféré de Rosa Mercier à la SCI Mercier. Il en sortit un autre. Ceci est l'acte pour la propriété du Vieux Lyon, transféré en 2018. Il en sortit un autre et un autre. Il les étala sur la table comme s'il étalait une quinte flush royale au poker. Tous les 12 immeubles dits Delacroix ont été légalement transférés hors du nom personnel de Rosa Mercier. Il y a 5 ans. Ils ne font pas partie de sa succession. Ils ne sont pas soumis à l'homologation et ils ne sont certainement pas disponibles pour liquidation par son fils. C'est impossible, hurla Chloé. Qui contrôle la société? On peut juste la dissoudre. Delacroix regarda Chloé avec un regard de pure pitié. Une structure comme celle-ci ne se dissout pas ainsi, mademoiselle Mercier. C'est tout l'intérêt. Et quant à savoir qui la contrôle? Il sortit un dernier document. Les statuts de la société. La société est administrée par une gérante unique et actionnaire majoritaire. Il pointa un doigt vers moi. Manon Mercier. Le silence dans la salle était absolu. C'était le genre de silence qui survient après l'explosion d'une bombe, avant que les cris ne commencent. Ma mère me fixait. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Toi, chuchota papa. Tu possèdes les immeubles depuis 5 ans? Je les gère depuis 5 ans, dis-je, ma voix stable. Pendant que tu étais en vacances en Italie, je remplaçais des chaudières. Pendant que Chloé lançait de fausses entreprises, je sélectionnais des locataires. Pendant que vous ignoriez mamie, je protégeais son héritage. Tu voulais vendre, dis-je à mon père. Tu voulais encaisser 50 ans du travail acharné de mamie pour payer ta retraite et les erreurs de Chloé. Tu m'as traité d'inutile parce que je conduisais une vieille voiture. Mais cette vieille voiture, papa, elle était garée au magasin de bricolage tous les week-ends pendant que tu jouais au golf. Manon, dit maman, la voix tremblante, essayant de passer à son ton de mère manipulatrice. Chérie, calmons-nous. Nous sommes une famille. On peut s'arranger. Évidemment, tu ne peux pas gérer tout ça toute seule. On peut faire entrer Chloé comme consultante. J'ai ri. C'était un son froid et dur. Une consultante? Chloé? J'ai regardé Maître Delacroix. Montrez-leur le dossier rouge. Maître Delacroix plongea la main dans sa mallette et sortit le dossier rouge. Il le fit glisser sur la table vers mon père. Qu'est-ce que c'est? Demanda papa,
ses mains tremblant alors qu'il l'ouvrait. Ça, dis-je, c'est un relevé du compte courant personnel de mamie pour les 6 derniers mois. Papa regarda les pages. Il vit les lignes surlignées. Retrait espèces. Retrait espèces. Chèque encaissé. Il marmonna. Il leva les yeux, confus. Qui a pris cet argent? Tourne à la dernière page, dis-je. Il la tourna. C'était la capture d'écran du chèque. Celui avec la signature falsifiée. Chloé, chuchota papa. Il regarda son enfant prodige. Chloé, c'est quoi ça? Le visage de Chloé passa de la colère à la terreur en une fraction de seconde. J'en avais besoin pour le business. Mamie a dit que je pouvais l'emprunter. Elle a oublié, elle est malade. Mamie n'a rien dit, l'a coupé je. Parce que mamie ne pouvait pas parler cette semaine-là. Elle était aux soins intensifs. Et cette signature? Ce n'est pas la sienne. C'est de la contrefaçon. Chloé, c'est de l'abus de faiblesse sur personne âgée. C'est un crime. C'était un prêt, pleura Chloé, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. J'allais le rembourser quand on vendrait les immeubles. Tu allais le rembourser avec son propre argent, demandai-je. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les prêts. C'est comme ça que fonctionne le détournement de fonds. Je marchais vers la table et me penchais, regardant mes parents dans les yeux. Voici la situation. Je possède les propriétés, toutes. Il n'y aura pas de vente. Il n'y aura pas d'empire Airbnb. Il n'y aura pas de paiement cash pour ta retraite. Je pointai le dossier rouge. Et concernant les 25 000 € que tu as volés, Chloé. Maître Delacroix a rédigé une reconnaissance de dette. Delacroix plaça une simple feuille de papier sur la table. Tu signes ça, dis-je à Chloé. Tu admets la dette et tu acceptes un plan de remboursement. 500 € par mois jusqu'à ce que chaque centime soit retourné sur le compte de mamie. Si tu manques un paiement ou si tu essaies de contester la société en justice, j'apporte ces preuves au procureur. Tu ne mettrais pas ta sœur en prison, halta maman, serrant ses perles. Manon, c'est ta sœur. Et mamie était sa grand-mère, hurlai-je, perdant enfin mon calme. Ma voix se brisa sous le poids de 5 ans de silence. J'ai pris une grande inspiration, lissant mon blazer. Vous avez 5 minutes pour décider. Signez le papier et laissez-moi tranquille ou j'appelle la police tout de suite. La salle était d'un calme mortel. Même l'oncle Stéphane regardait le sol, prenant ses distances avec la zone d'impact. Chloé regarda papa. Papa détourna le regard. Il était vaincu. Le Range Rover, le bateau, le condo au soleil, tout s'évaporait sous ses yeux. Signe-le, Chloé, chuchota papa. Chloé sanglota, attrapant le stylo. Elle griffonna son nom. Maître Delacroix prit le papier, le vérifia et le mit dans sa mallette. Choix judicieux. J'ai attrapé mon sac à main. La séance est levée, dis-je. Ne venez pas chez moi. Ne visitez pas mamie. Elle ne veut pas vous voir. Si vous avez besoin de nouvelles sur sa santé, Maître Delacroix vous enverra un email. Manon, cria maman alors que je me tournais vers la porte. Tu détruis cette famille. Je me suis arrêté sur le seuil. J'ai regardé en arrière les gens que j'avais passé toute ma vie à essayer de satisfaire. Les gens qui m'avaient fait me sentir petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Je n'ai pas détruit cette famille, dis-je. J'ai juste allumé la lumière. C'est vous qui ne supportez pas ce que vous voyez. Je suis sorti. Je suis monté dans ma Clio. J'ai tourné la clé. Et pour la première fois, le bruit du moteur cliquetant sonnait comme une victoire. Les retombées ont été spectaculaires. Chloé n'a pas seulement perdu l'argent. Elle a perdu son statut social. Sans l'héritage pour la soutenir, ses créanciers ont fondu sur elle. Elle a dû vendre la Mercedes. Elle a réemménagé dans le sous-sol de mes parents, l'endroit même dont elle se moquait quand j'y échappais. Mes parents ont essayé de lancer une campagne de relations publiques contre moi auprès de la famille élargie. Ils ont appelé des tantes et des cousins, leur disant que j'avais manipulé mamie et volé le droit d'aînesse, mais ils ont oublié une chose. Je tenais les clés. L'oncle Stéphane m'a appelé une semaine plus tard, non pas pour crier, mais pour demander s'il pouvait garder son contrat de travaux pour l'entretien des immeubles.
Je sais que c'est compliqué avec ton père, dit Stéphane, la voix penaude, mais les affaires sont les affaires, pas vrai, Manon? Les affaires sont les affaires, Stéphane, convainc-je. Mais les tarifs sont les tarifs. Tu me factures le prix juste du marché ou je trouve quelqu'un d'autre. Marché conclu, dit-il. Juste comme ça, la famille est rentrée dans le rang. Ils ont suivi l'argent et l'argent était avec moi. Mamie Lucienne est décédée. 3 semaines après la réunion, elle est morte dans son sommeil dans la chambre d'amis de mon appartement, la fenêtre ouverte pour qu'elle puisse entendre les oiseaux. Je lui tenais la main quand elle a pris son dernier souffle. Je n'ai pas pleuré immédiatement. J'ai juste ressenti un profond sentiment de paix. Elle avait tenu assez longtemps pour voir le transfert de pouvoir. Elle savait que son héritage était en sécurité. L'enterrement était gênant. Mes parents étaient assis d'un côté de l'allée. J'étais assise de l'autre. Ils portaient du noir et pleuraient bruyamment pour le public. Je portais le même tailleur gris anthracite que j'avais porté lors de la confrontation. Je n'ai pas pleuré. Je me tenais droite. Après le service, Maya est venue vers moi. C'était badass, dit-elle doucement. Ce que tu as fait. Ce n'était pas une question d'être badass, Maya, dis-je. C'était une question de faire le boulot. Est-ce que je peux? Elle hésita. Est-ce que je peux travailler pour toi? Je veux apprendre. Pas les trucs de faux influenceurs que fait Chloé. Les vrais trucs. Je les regardais. Je me suis vu moi-même il y a 5 ans. Effrayée mais prête à travailler. Retrouve-moi au bureau lundi, dis-je. Apporte des chaussures de sécurité. On inspecte une fondation. 2 ans ont passé depuis la confrontation. Je ne conduis plus la Renault Clio. Je conduis un utilitaire Renault Master. Ce n'est pas Tapa accent Graveleuil, mais c'est pratique pour transporter du bois et des plaques de plâtre. La SCI Mercier a grandi. J'ai acheté la propriété numéro 13 le mois dernier, une saisie immobilière en mauvais état que mon père aurait dédaignée. Je suis en train de la rénover. Mes parents et moi ne nous parlons pas. Aux dernières nouvelles, papa a dû sortir de sa retraite pour travailler à temps partiel comme consultant parce qu'il ne pouvait pas se permettre leur train de vie sans l'héritage. Chloé travaille comme réceptionniste chez un concessionnaire automobile. Elle me paie 500 € par mois, chaque mois. Je fais don de ces chèques directement à une association caritative pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées. J'étais debout sur le toit de la maison du Vieux Lion hier, regardant la ville. Le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur les toits. J'ai pensé à mamie. J'ai pensé à la paysanne et à la princesse. Ils voulaient la récolte, mais ils méprisaient la terre. Ils voulaient le titre, mais ils détestaient le travail. J'ai vécu dans la terre pendant 5 ans. J'ai appris que c'est dans la terre que se trouve la valeur. La terre est honnête. J'ai vérifié mon téléphone. Un SMS de Maya. Le locataire du 4B dit que l'évier fuit. En route pour le réparer, j'ai souri. L'Empire était entre de bonnes mains. Je ne suis plus la petite fille invisible. Je suis Manon Mercier. Je suis la propriétaire et mes locataires dorment en sécurité ce soir.